France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est la dernière du LGF en ce vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2016. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette dernière avec nos chroniqueurs aujourd'hui. On va retracer un petit peu les faits marquants. Il s'en est passé quand même pas mal de choses en cette année 2016. On va repasser tout cela dans le fil de cette actualité. Puis évidemment, on reviendra sur cette grande affaire Jacqueline Sauvage tout à l'heure. Avec pour m'accompagner, je vais la saluer d'ailleurs. Bonjour Bouchra, comment ça va? Ça va et toi? Bonjour tout le monde. Bouchra la baronne, comment ça va? Je suis heureux de terminer l'année avec toi. Moi aussi, pareil, ravi. D'autant plus que tu n'es pas venue seule aujourd'hui. Oui, j'ai une invitée exceptionnelle. Une invitée exceptionnelle, absolument. Morgane Seliman. Bonjour Morgane, ça va? Ça va, merci. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Auteur du livre Il m'a volé ma vie. Oui. Voilà, ça va dans la thématique que Bouchra nous donne chaque vendredi quasiment. Tout à fait. Hein? Maintenant. Un sujet qui lui tient à cœur et justement ton avis tranché sera autour de l'affaire Jacqueline Sauvage. Tout à fait. Ton coup de cœur, ton coup de cœur, il est tout trouvé, il est à côté de toi en personne physique. Ce Voilà. livre donc, Il m'a volé ma vie, aux éditions XO. XO. Un livre d'ailleurs qui avait plutôt bien marché, hein. Oui. On peut le dire, un bon écho, un bon retour. Morgane a fait quand même pas mal de télé, de radio, etc. Donc voilà. Sois la bienvenue Morgane. Merci. Alors donc je le disais, dans cette émission, on va retracer un petit peu les faits marquants de cette année 2016. De beaucoup d'attentats dans cette année 2016, beaucoup de pertes en matière d'artistes, de pop musique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De Brexit en Angleterre. Ah oui, le Brexit, on a vu. L'élection de François Fillon à la primaire de la droite, l'élection de Donald Trump à la présidentielle américaine, et puis plein d'autres choses, bien sûr, le président de la République qui a annoncé qu'il ne se représentait pas pour un second mandat. J'en passe et les meilleurs en Turquie qui a été touché beaucoup par des attentats cette année. On fera le fil donc mois par mois, commençant par le mois de janvier. Voilà, on va essayer de faire ça de manière chronologique tout au long de cette émission avec vous, chers amis auditeurs. 01 40 33 9000. Vous avez comme d'habitude la possibilité de nous appeler sur France Maghreb 2. Et puis tout à l'heure entre 18h et 18h30, je vous proposerai deux chansons qui collent finalement à l'actualité. Une sur la Palestine pour Viva Palestine et une autre, ça sera notre coup de cœur principal aujourd'hui. C'est le dernier titre de Julia Boutros, La victoire est proche. On écoutera dans l'intégralité donc ce nouveau titre de Julia Boutros tout à l'heure entre 18h et 18h30 sur France Maghreb 2. Mais pour commencer, voici le dernier zapping de cette année 2016. Le dernier zapping de cette année 2016 sur France Maghreb 2, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec ce reportage diffusé hier soir dans le journal de 20h de France 2, à la rencontre de ces Kurdes partis combattre en Syrie les Daeshiens du côté de Raqqa. Direction Raqqa, le fief de Daesh en Syrie, 57 km. Nous passons clandestinement la frontière fermée. Dans le nord de la Syrie, les Kurdes sont les principaux combattants au sol contre le groupe État islamique. Des dizaines de villages, conquis par les djihadistes, sont libérés, un à un. Sur les bas-côtés de la route vers la ligne de front, des champs de mines pas encore désamorcés, des bâtiments éventrés sous les bombes de la coalition. Les djihadistes se cachent aux alentours. Les Kurdes redoublent de vigilance. Les barrages se multiplient. Nous arrivons sur la ligne de front. Ce village a été repris l'avant-veille aux djihadistes. Quand les camarades progressaient, les avions bombardaient. C'est pour ça que c'est dans cet état-là. Ce commandant nous fait la visite. Aucun habitant. Par terre, quelques cadavres de djihadistes. Les Daesh ne se défendent plus comme avant. Ils veulent fuir, mais les camarades les tuent. Ils n'ont plus la force de lancer des offensives. Alors ils utilisent des explosifs et des voitures piégées. En effet, parmi la dizaine de corps, celui-ci, relié semble-t-il à un fil détonateur. Un peu plus loin, à quelques mètres de nous, ces hommes. Des Américains des forces spéciales. Ils ne veulent pas être filmés de près. Leur rôle, faire des relevés topographiques, guider au sol les frappes de la coalition, lancer des drones de reconnaissance.
Les forces spéciales françaises seraient également sur le terrain. Mais c'est vers d'autres Français que les combattants kurdes nous amènent. Sur une ligne de front, au nord de Raqqa. Sur cette façade, la devise de la guerre d'Espagne, No pasaran, ils ne passeront pas. C'est le QG des brigades internationales, des étrangers animés par l'idéal révolutionnaire. Certains cachent leur visage pour ne pas être inquiétés au retour. Parmi eux, un Français, un boulanger, ses livres de chevet, Marx et Lénine. On est ici parce qu'il y a une révolution démocratique et qu'en tant que révolutionnaire, on se doit d'y aller et de prendre les armes avec les gens qui les prennent pour défendre leurs droits. Mais c'est pas simplement anti-Daesh alors? Non, c'est anti-Daesh parce que Daesh est présent en Syrie et détruit des millions de vies et c'est aussi pour soutenir la révolution. Les djihadistes sont à moins d'1 kilomètre. Pas à pas, les combattants se rapprochent de Raqqa, 25 kilomètres au plus près. Les familles arabes surgissent de leur village libéré, les Kurdes les fouillent, par précaution, des djihadistes avec des ceintures d'explosifs pourraient s'infiltrer jusqu'ici. Bonjour, soyez les bienvenus chez nous. Distribution de nourriture, les Kurdes ne veulent pas se mettre à dos les Arabes, majoritaires dans cette région. Ils offrent des cigarettes, symbole de liberté. Il est interdit de fumer par Daesh. Certains semblent se justifier de les avoir supportés si longtemps, près de 3 ans. On vivait tranquillement chez nous. Et on a vu arriver les Daesh, du jour au lendemain. On n'a rien pu faire. Retour sur la ligne de front. Ça, ce sont les armes qu'on a prises à Daesh. Un combat incertain. Raqqa est une ville arabe. Les Kurdes en libérateurs risquent d'être mal accueillis, ils le savent. Leur stratégie peut être l'encercler, l'étouffer et laisser à d'autres, le jour venu, l'entrée dans Raqqa. Prépare le terrain en quelque sorte. Allez, on va changer littéralement de sujet. Vous savez que c'est la période des fêtes de fin d'année et l'occasion peut-être de manger pour certains d'entre vous, en tout cas ceux qui aiment ça, les huîtres. Seul problème, c'est qu'on a appris que 30% des huîtres vendues en France seraient des huîtres de laboratoire. Quelle différence entre ces deux huîtres? Au premier coup d'œil, aucune. Pourtant, celle de gauche est née en mer, celle de droite en laboratoire. On appelle cette dernière huître triploïde. La triploïde, ça vous dit quelque chose? Du tout. La triploïde, ça vous dit quelque chose? Du tout. Du tout, non. Est-ce que vous avez déjà vu marquer huître de laboratoire? Non. Ah non. Non, Jamais. Ces huîtres triploïdes sont nées pour la première fois dans ce laboratoire en 2001. Pour pouvoir manger des huîtres toute l'année, même en période de reproduction, des chercheurs ont créé une sorte d'huître artificielle. Un super mâle avec 4 chromosomes. Il est croisé avec une femelle normale à 2 chromosomes. Résultat, une huître triploïde à 3 chromosomes. Son avantage, elle est plus grosse et non laiteuse. Ces huîtres de laboratoire représentent aujourd'hui 1/3 de la production. Je sais pas si tout ça, ça donne envie d'en manger finalement des huîtres. Allez, pour finir ce zapping, le dernier de l'année 2016, direction le Tchad où s'est rendu pour son premier voyage à l'étranger en tant que Premier ministre Bernard Cazeneuve rencontrer les soldats de l'opération Barkhane. Notre pays devra continuer à faire des choix budgétaires ambitieux et lucides au profit de nos armées. Il devra soutenir de façon durable l'effort qui a été engagé sous ce quinquennat en faveur de la défense et de la sécurité de la France. C'est le président de la République qui a donné à nos armées les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Pour la première fois depuis des décennies, leurs effectifs ont été rehaussés, comme en témoigne le budget de votre ministère pour 2017. Un effort considérable a été consenti pour la période 2015-2019 avec un budget en hausse de 3,8 milliards d'euros. Il nous faudra nécessairement prolonger et amplifier cet effort, comme le président de la République en a montré le chemin, comme a pu le souligner récemment le chef d'état-major des armées, car nous devons nous préparer à une guerre longue. Aucun gouvernement ne pourra jamais s'exonérer d'une telle responsabilité. Voilà pour ce zapping qui est le dernier zapping donc de cette année 2016 sur France Maghreb 2. Oui, voilà. Je sais pas si tu manges des huîtres, Bouchra. Ah oui, j'aime trop ça. Ouais, bah t'as vu un petit peu ce Oui, reportage, moi ça me, peur. moi aussi j'aime beaucoup, mais alors là ça me donne, ça me fait très peur. Je suis une fana, mais c'est vrai que Bah, de toute façon,
au point où on en est, avec tout ce qu'on peut plus manger maintenant. Ce que je peux éventuellement proposer, c'est d'aller au bord de la mer et puis de les ramasser, de les manger comme ça, direct. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Ah ouais. Tu sais, c'est comme à l'époque, nos parents, ils élevaient les moutons, ils les égorgeaient, tu vois, c'était un petit peu comme ça, les poules, c'était comme ça que ça se passait. Ouais. Voilà, en tout cas. Directement. Faites attention parce que c'est pas spécifié, c'est pas indiqué. Donc, comment faire, peut-être aller essayer d'acheter ça en poissonnerie ou éventuellement, si vous connaissez des gens qui aiment, qui est au bord de la mer, c'est peut-être une bonne idée. Bon. Ceci étant, voilà, exactement, bassin d'Arcachon, tu sais que je kiffe cette région. Ouais, ah ouais, bassin d'Arcachon, c'est là où on trouve les meilleures huîtres d'ailleurs. Les huîtres du bassin d'Arcachon, bienvenue à tous sur France Maghreb 2, bon appétit. C'est peut-être pas l'heure d'en manger en tout cas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'heure pour en manger. Tout à fait. Dans un instant, on va repasser avec vous ce fil de cette année 2016. Il s'en est passé plein de choses et avec Bouchra, on va revenir sur l'affaire Jacqueline Sauvage, qui, vous le savez, a été graciée totalement par le président de la République. C'est tombé il y a 2 jours à la surprise générale. Cette femme de 70 ans maintenant, qui a passé quand même 4 ans de prison, qui était condamnée à 10 ans de prison. Donc c'est vu notifier cette grâce totale. On y reviendra avec Bouchra dans son avis tranché et Morgane aussi, qui est notre invité aujourd'hui, auteur du livre « Il m'a volé ma vie ». À tout de suite. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, et il y a du monde pour cette dernière de ce grand forum avec Bouchra la Baronne qui est là, toujours avec nous bien sûr. Monsieur Hicham Derak, comment ça va Hicham? Bonjour. Comment ça va depuis? Écoute, ça va bien. Coucou Fad. Tranquille, un petit peu en retard, désolé. Bah ouais, mais c'est la faute à Hidalgo, il y avait beaucoup de monde sur la route. Oui, bien sûr. Ouais. Toujours. Pourquoi Hidalgo? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a fermé les berges, ça. Tu sais, oui. il y a plus de monde sur la route. Voilà. Forcément. Exactement. Monsieur Tarek Mami aussi de la partie pour cette dernière. Forcément, on va retracer un petit peu les événements, et c'est intéressant de voir qu'en fin d'année on fait ce petit exercice et il y a des petites choses qu'on se dit ah ouais quand même ça s'est passé cette année, on a l'impression que c'était il y a plus longtemps et pourtant c'était cette année, et il y a pas mal de choses qui s'est passé, on va les passer en revue avec vous bien sûr si vous le voulez bien, et vous chers amis auditeurs, Tarek, faut lui faire une petite place à notre ami Tarek. Bien évidemment. Bah, oui, exact. Voilà. Alors, que s'est-il passé pour cette année 2016? Alors, on était aux alentours du 1er janvier 2016, donc il y a 1 an quasiment. Et vous vous souvenez certainement que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle carte des régions françaises, la métropole est passée de 22 à 13 régions. Vous vous en souvenez de ça? Exact, ça fait un 13 régions, fallait s'habituer d'ailleurs, vous savez que dans les cours de géographie, c'est compliqué maintenant, faut apprendre les nouveaux noms, etc. Donc, ce qui était le cas pour nous, en tout cas pour les régions, maintenant, il faut qu'on refasse tout notre exercice sur le coup. Ça, c'était le 1er janvier. Puis ça avait commencé en matière de musique avec la disparition le 2 janvier du chanteur, auteur-compositeur Michel Delpech. Vous vous souvenez, vous connaissez Michel Delpech? Oui, moi, chez Lorette, beaucoup de chansons. Chez Lorette, c'est ça. Michel Delpech, le 2 janvier 2016, il nous a quittés. Il était né en 1947. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Un autre décès. Décidément, ça a été très 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 dur cette année au niveau des artistes. Et c'est un acteur que vous connaissez forcément, qui est mort un 3 janvier, Michel Galabru. Oui. Qui s'est révélé avec le gendarme de Saint-Tropez notamment. Excellent. C'est toute notre enfance. Ouais. Exactement. Ça, c'est notre enfance, ouais. Le absolument. gendarme. Ouais. Puis Galabru était juste emblématique. Emblématique, Michel Galabru. Voilà quelques-uns des événements. Ça avait commencé très dur en matière de disparition. Michel Delpech, Michel Galabru. Donc c'était dans les 3 premiers jours de l'année 2016. Et puis nous étions aussi dans les célébrations, célébrations entre guillemets, anniversaire après l'attentat contre Charlie Hebdo qui avait fait 12 morts. Un homme isolé, vous en souvenez peut-être, Salah Ali, qui avait tenté de blesser et menacer un policier devant le commissariat de la Goutte d'Or. Et c'est un individu qui s'est revendiqué. Dit-on. Comment? Dit-on, il y a une enquête. Oui, dit-on. Oui. Mais il y a une enquête, il s'est revendiqué de rien du tout. Il avait le temps de se promener dans la rue, d'aller vers un boucher avec un couteau à la main. C'est ça. Et il aurait crié ce fameux Allah Akbar. Il n'a rien crié du tout non plus. Célèbre. Et il a rien crié. Il a rien crié non plus. Il allait au bar. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. Il avait un couteau il avait une mallette, il avait une petite mallette dans laquelle ça se voit que c'est des couteaux. Et il allait donc d'un endroit à l'autre, et les policiers, pris de panique vu l'état de la situation d'Orspil, lui ont tiré dessus. D'ailleurs, il y a une enquête, sa famille qui est tunisienne, encore un Tunisien, a demandé une enquête en France et en Tunisie. Depuis, on n'entend plus parler.
Et puis le 10 janvier, alors là ça vous connaissez tous autour de cette table, la disparition du chanteur, compositeur et acteur britannique David Bowie. Oui. 10 janvier. Voilà. Et puis ça avait commencé aussi très dur en matière d'attentats, Tarek, Bouchra et Hichem, puisque le 12 janvier, un attentat suicide fait 12 morts à Istanbul en Turquie. Le gouvernement turc mettait en cause le groupe Daesh dans cet acte terroriste. C'était donc une année très dure pour la Turquie. Et donc si vous continuez comme ça, vous en avez 120. Ouais. Donc il vous faut prendre la moitié de l'année pour refaire le truc. C'est pour dire que cette année a été quand même assez... On va prendre tout à l'heure, cher Christophe, donc l'effet marquant en fait de 2016 qu'on a synthétisé en 12 actions. Ouais, il y a 12 faits marquants, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et c'est bien de les passer en revue. Comme il y a des faits marquants, mais il y en a qui sont plus marquants que d'autres. Ouais, effectivement. Voilà, donc vous n'hésitez pas aussi à nous donner les vôtres, donc au 01 40 33 9000. Mais avant toute chose, si vous le voulez bien, on va revenir sur cette grande affaire qui peut-être l'affaire à la une de toute la presse française de cette fin d'année. C'est Jacqueline Sauvage. C'est la grâce totale accordée à Jacqueline Sauvage. Et je vais laisser la parole pour son avis tranché à Bouchra pour nous parler de cette affaire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et je précise que tout à l'heure, entre 18h et 18h30, on écoutera 2 chansons de circonstances qui finalement peuvent coller à l'actualité. C'est une chanson sur la Palestine, Viva la Palestine, et le dernier titre de Julia Boutros que nous écouterons tout à l'heure entre 18h et 18h30. Alors Bouchra, l'affaire Jacqueline Sauvage t'a inspiré ton avis tranché d'aujourd'hui. Tout à fait, je me sentais obligée en sachant que j'étais là aujourd'hui, de pouvoir m'exprimer à ce niveau-là. Donc Jacqueline Sauvage, graciée et après 2 mois de mobilisation citoyenne et politique, l'affaire Jacqueline Sauvage, du nom de cette femme graciée après avoir été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent, va-t-elle permettre de faire avancer la cause des femmes victimes de violences conjugales ? Je lis par-ci, par-là, des avis au sujet de la grâce présidentielle dont a bénéficié Jacqueline Sauvage. Nombreux sont ceux qui ont du mal à séparer grâce présidentielle avec la justice. Jacqueline Sauvage a été condamnée par la justice française à 10 ans de prison et en a purgé plus de 3 ans et demi. Donc, la justice a fait son travail. Cependant, elle vient d'être graciée par le président. Être graciée n'efface pas la condamnation inscrite au casier judiciaire. Jacqueline Sauvage a été graciée à sa condamnation non effacée. Compatir avec cette femme ne veut nullement dire que nous cautionnons son geste. Autre cas, celui de Bertrand Cantat, l'idole de beaucoup d'entre vous. Petit rappel, Bertrand Cantat a été condamné à 10 ans de prison en 2003 pour le meurtre de Marie Trintignant, morte suite au coude qu'il venait encore une fois de lui asséner. Cantat a été libéré en 2007, liberté conditionnelle, puis totale en 2011. Cet homme a été mis en liberté au bout de 3 ans et demi. Cet homme continue de vendre des albums et les gens payent pour assister à ses concerts alors qu'il a commis l'irréparable. Cantat a été libéré par la justice et non gracié. Tout comme Cantat, Jacqueline Sauvage a purgé plus de 3 ans de prison, sauf que contrairement à lui, elle n'a pas bénéficié de la même liberté conditionnelle. Le point commun entre les deux, le bourreau Bertrand Cantat a tué sa victime et la victime Jacqueline Sauvage a tué son bourreau. La différence, le bourreau de Bertrand Cantat a pu bénéficier d'une liberté conditionnelle et la victime Jacqueline Sauvage s'est vue refuser la liberté conditionnelle. Donc, suite à la grâce présidentielle, ce dénouement survient après des mois de lutte de son avocate, de ses proches et du soutien de nombreuses personnalités et d'associations. Donc elle a été graciée, même partiellement, mais avec en janvier 2016, presque 1 an, et pourtant elle restait en prison après près de 4 ans de détention. Premier rejet de liberté conditionnelle en août 2016, deuxième refus. Le 24 novembre, une date bien choisie à la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. De quoi les juges avaient-ils peur? Que Jacqueline Sauvage, à peine sortie, s'empare une nouvelle fois d'un fusil pour aller exécuter un autre mari violent? Mais alors sera-t-elle moins dangereuse dans 2 ans après avoir effectué sa peine que maintenant? À moins que les magistrats, cette fois encore, ne supportaient ni la pression de la rue, ni le bruit médiatique, et peut-être encore moins l'intrusion d'un chef d'État dont les propos peu amènes à leur égard ont un peu fâché plus d'un. Tout ça pour vous dire que, certes, dans le crime commis par Jacqueline Sauvage, il reste des zones d'ombre.
Au moment de l'affaire, les estimations font état de 200 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année en France, alors que seuls 10% d'entre elles portent plainte. Entre 2010 et 2014, alors que le nombre de femmes tuées par leur conjoint en France oscillait entre 118 et 146 cas par an. Celui des femmes reconnues coupables de meurtre sur leur conjoint variait de 23 à 28 cas. Parmi les 23 cas enregistrés en 2014, seuls 5 ont été le fait de femmes préalables victimes de violences conjugales. Fin 2015, la légitime défense n'a été reconnue en France que dans un unique cas, celui d'Alexandre Lange. Bien que formellement les conditions de meurtre n'aient pas répondu aux critères juridiques de la légitime défense, l'avocat général a demandé et obtenu l'acquittement en appel. Lors de la condamnation de Jacqueline Sauvage, il a été rappelé que selon la législation française, la légitime défense n'est admise que si la riposte est concomitante et proportionnée à l'agression préalable. Or, 3 coups de fusil tirés au milieu ou fin de journée en réaction à un différend verbal matinal ou à 4 décennies de mésentente conjugale n'ont pas été jugés constituer une réaction concomitante ni proportionnée, ni en première instance, ni appel. Alors que Jacqueline Sauvage et ses filles affirment avoir été sous l'emprise d'un mari et d'un père violents et qu'elles n'ont pas pour ce motif pu porter plainte contre lui. Il y a eu aussi une annonce préalable à un projet de loi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la députée Valérie Boyer annonce qu'elle préparait un dépôt d'une proposition de loi visant à élargir la notion de légitime défense. Ce projet s'inspirait de la loi canadienne du syndrome de la femme battue, qui reconnaît à l'état d'emprise dont sont victimes les femmes victimes de violences conjugales et explique en raison d'un stress post-traumatique leur incapacité à porter plainte. Ce projet prévoira aussi une reconnaissance de l'état de danger permanent subi par ces femmes. La délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale a des avis privilégiés, une initiative dans le cadre du projet de loi Justice du XXIe siècle de Christiane Taubira. Mais cette proposition n'est pas recevable juridiquement, notamment au regard de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Tout ça pour en revenir à... Bien sûr qu'on cautionne pas du tout le geste de Jacqueline Sauvage, mais il faut savoir une chose, c'est que si Jacqueline Sauvage en est arrivée là, c'est que la justice n'a pas fait son boulot correctement et ce n'est pas le seul cas. On a aussi le cas de Isabelle Thomas, qui a été assassinée avec ses parents à Grande-Synthe, dans le nord de la France. On a d'autres cas aussi similaires et faut savoir que quand une femme victime de violences conjugales est sous emprise, c'est très difficile de faire la démarche d'aller porter plainte. Juste de pouvoir en parler à quelqu'un, c'est très difficile. Et que faut savoir que Jacqueline Sauvage vient d'une autre génération où c'est une génération où les femmes en fait se sentaient dans l'obligation de rester, de pas pouvoir porter plainte. Et ça n'a pas été pris en compte. À la différence d'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde lui reproche qu'il n'y ait aucune trace de plainte ou autre. Voilà, alors que tout le monde savait que son ex-conjoint Norbert le défunt. C'est ça qui est dur aussi, c'est que tout le monde savait en fait. Oui, tout le monde savait. Et en plus, c'est dans un village, c'est ça, c'est dans une ville vers Blois. Il terrorisait un petit peu tout le voisinage. C'était un homme vulgaire, très, enfin voilà, il avait un comportement déjà qui était assez violent et que personne en fait n'a réagi parce qu'en fait. Moi, ce qui me pose problème, c'est que la justice n'a rien fait du tout, comme pour Isabelle Thomas, justement, à Grande-Synthe, qui avait sa sœur exprime. Enfin, il y a eu des plaintes déposées et que la justice n'a jamais rien fait jusqu'au jour où, voilà, elle s'est fait assassiner avec ses parents sur un parking. Ça, c'est affreux. Et donc, aujourd'hui, les magistrats, justement, sont irrités par, justement, la décision de François Hollande de cette grâce présidentielle, qu'il aurait dû même... C'est symbolique derrière, en plus de ça. Tout à fait. On va peut-être demander l'avis de Morgane, qui est avec nous, qui est auteur du livre Il m'a brûlé ma vie. Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne chose qu'elle ait enfin été graciée. Oui, il est ouvert. Qu'elle ait enfin été graciée, mais bien sûr après il faut pas faire de Jacqueline Sauvage une icône parce qu'il faut pas laisser entendre que c'est en tuant qu'on va s'en sortir. Donc bien sûr heureusement qu'elle est sortie de là, mais c'est vraiment un sujet délicat aussi. Oui. Délicat pour Jacqueline Sauvage parce que je voudrais surtout pas que toutes ces femmes victimes de violences conjugales pensent qu'on peut s'en sortir en tuant.
Tarek, sur Que ce soit un exemple. sur l'aspect politique. Tout à fait, voilà. Sur le geste politique de François Hollande. Moi, ce que je souhaitais revenir sur ce cas, c'est plus pour le contexte global que pour cette dame, Madame Sauvage. Je suis heureux pour elle et pour ses enfants, puisqu'elles n'ont pas pu passer Noël ensemble et qu'elles pourront passer le 31, et qu'à tout le moins, la justice, dans sa raideur, aurait pu lui donner quelques jours pour Noël et jour de l'an et la remettre en prison, comme on le fait partout dans le monde, ou presque, quand on a un décès dans la famille. Donc le geste symbolique n'est pas revenu à la justice, il est revenu au président de la République. Moi, je n'appelle pas cette dame, Madame Sauvage, comme une femme libérée. J'écris dans mon papier que cette femme est sortie de prison. Ce n'est pas la même chose de sortir de prison et d'être libre. Parce que si on veut... La reconstruction... Non, parce que si on veut parler liberté, moi j'ai pour habitude de mettre tous les citoyens sur le même pied d'égalité. Et est-ce qu'on libère une personne parce qu'elle tombe sous le coup de la loi pour assassinat de son mari, et est-ce qu'on emprisonne donc cette dame, et est-ce qu'on libère de l'autre côté Madame Christine Lagarde parce qu'elle fait de la politique, qu'elle détourne? C'est le jugement qui le dit clairement, 400 millions. Donc je n'aime pas la justice des pauvres et la justice des riches. La justice des riches épargne, quel que soit ce qu'on fait, et on trouve les circonstances atténuantes. Et pour ceux qui auraient un doute parmi les auditrices et les auditeurs de France Macabre 2, ils n'ont qu'à tapoter sur Internet et voir quand M. Tapie ou d'autres personnes sont en prison, dans quelles conditions d'emprisonnement ils ont ce qu'on appelle les cellules VIP. Et donc, c'est ça qui m'agace. Jusqu'à l'arrivée, donc, du président Sarkozy, il y avait un principe républicain monarchiste en France qui consistait à faire de l'amnistie. Et l'amnistie, c'était tous les ans pour le 14 juillet, et tout le monde bénéficiait de ces 3 mois ou de 6 mois, sauf le viol et le terrorisme. Et donc, ça donnait une espèce de respiration pour la société française. Il y avait des amendes aussi pour les voitures. Oui, mais c'est moins important parce que c'est la liberté. Je parle de liberté. Et donc, il y avait de l'autre côté, si vous voulez, la rigueur et la raideur de la justice, et vous avez le geste politique qui vient effacer, parce que des fois, et pour beaucoup de jeunes délinquants, on ne sait même pas pourquoi ils font ces actes, et vous avez des petits délinquants qui volent, comme dit l'exemple français, un œuf ou une tablette de chocolat, qui se retrouvent le soir même en prison, et d'autres qui se retrouvent pas. Et donc, ce que je dis, c'est que pourquoi le président Hollande a fait ça, c'est parce qu'il avait pris un engagement de ne jamais faire de grâce quand il était candidat, qu'il se retrouvait dans une situation humanitaire pour Madame Sauvage très importante. Il a envoyé le premier message à la justice en disant « Je fais quelques mois donc de grâce pour réduire la peine, et je laisse la justice aller jusqu'au bout. » Et comme il y a ce conflit politique aujourd'hui entre le président de la République et les juges ont voulu montrer qui était le maître. Et là, le président de la République a été contraint, je pense, par la pression sociale et par cette grâce que lui-même il a, en ce moment grâce entre guillemets, puisqu'il ne doit plus rien à personne, que c'est un homme libre. Et donc, il a usé de cette liberté. Je salue le geste du président de la République, dont je reconnais le côté humain au-delà de la politique. Je suis heureux pour cette dame, mais il faudrait aujourd'hui que les féministes se battent pour transformer cette grâce en une amnistie, parce que cette dame, aujourd'hui, elle a payé à la société, et effacer de son casier judiciaire cette condamnation serait normal vis-à-vis de tous les effacements systématiques au bout de 5 ans de ceux qui ont passé donc quelques jours en prison, moins de 6 mois, ou qui ont été condamnés à moins de 18 mois ferme. Voilà un petit peu mon impression. Comme on est à la veille d'une nouvelle année, alors je préfère garder mon côté optimiste. Je salue le geste. Je ne critiquerai pas la façon dont ça s'est passé. Je suis heureux pour elle, heureux pour ses filles, et heureux pour toute cette femme qui, sans prendre cette Madame Jacqueline donc Sauvage en exemple de règlement de compte, puisse dire qu'en se battant peut-être avec la justice, avec les pétitions, avec la société civile et avec la politique, nous changerons peut-être cet état de choses, parce que je rappelle qu'en France, Bouchra le sait mieux que moi, tous les 3 jours il y a une femme qui est assassinée, et je rajoute derrière, et dans l'imaginaire collectif français aujourd'hui, cette femme est nécessairement musulmane, tuée par un musulman, et on la rappelle que c'est pas le cas, parce qu'il suffit d'aller voir les statistiques. Hicham, réaction sur l'affaire Jacqueline Sauvage, cette grâce totale? Bah écoute, ça va paraître un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais ça m'a fait penser à la série Dexter. Alors pourquoi Dexter? Dexter, le principe, c'est un tueur en série qui tue des tueurs en série. D'accord? Mais quelque part, le message, c'est que vu que je tue des gens qui font du mal,
entre guillemets, on peut tolérer mon geste. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Ouais. Et si tu veux, c'est ce que j'ai un petit peu retrouvé c'est ce que j'ai eu peur qu'on assimile avec cette histoire de grâce à Jacqueline Sauvage. Le fait qu'elle ait tué son bourreau. Tu vois, ça peut, malheureusement, pour des esprits faibles ou des gens qui ne vont pas forcément, qui vont comprendre au premier degré, c'est-à-dire que j'ai le droit d'être moi-même justicier, en fait. Et oui. En fin de compte, le souci il est là, c'est que, alors bien sûr, ce qu'elle a fait, c'est grave en soi, mais aussi, il y a c'est une histoire où il y a énormément de souffrance. C'est une histoire où voilà, il y a des gens qui sont au courant. C'est juste incroyable. L'ignorance totale. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je te parle de cette série, parce que quand j'ai regardé les premiers épisodes de cette série-là, quelque part, ça me gênait un petit peu, parce que tout le monde était en train de dire, c'est génial ce qu'il fait, il les décortique. Mais finalement, quelque part, on peut faire un parallèle avec cette fiction et la réalité. Aujourd'hui, on regarde toutes nos séries, tous nos films, on parle de justiciers. Les mecs se font justice eux-mêmes. Mais quelque part, on a des lois. Il faut les respecter. Maintenant, ce cas de figure, est-ce qu'on aurait dû la libérer avant, après les fêtes? Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait? Est-ce que, voilà, je pense qu'il y a aussi un accompagnement aussi qui est super important, c'est de faire comprendre que, et Bouchra le dit super bien, c'est que on n'est pas forcément solidaire de ce qu'elle a fait. On est solidaire de ce qu'elle a subi. Voilà, exactement. Et ça, c'est super important. La nuance est importante. Elle est super importante. Et parce qu'au final, tu verras qu'on aura beau tergiverser 150 ans dessus, au final, on va dire, écoute, voilà, elle a buté le mec qui lui a fait la misère. Aujourd'hui, on peut faire aussi une autre transversalité, c'est avec la pédophilie. Tout à fait. Par exemple, est-ce que tu tues la personne qui a fait du mal à tes enfants? Tu vois, on est sur un gros cas de figure et ça peut être encore un autre fait de société. Je suppose que tu fais un sondage ou une espèce de statistique auprès des gens dans la rue. Il y a beaucoup plus de monde en prison dans l'année qui suit. Ça, voilà, c'est ça. Les gens vont te dire oui, moi je fais justice moi-même. Voilà, exactement. Quand ça touche mes enfants. Et à savoir que Jacqueline Sauvage, donc elle n'était pas la seule en souffrance parce qu'il y a eu aussi ses filles et je sais pas si vous êtes informés, son fils qui s'est suicidé la veille pour justement apporter liberté à sa mère pour ouvrir une porte, mais finalement elle a eu ce geste qui a justement je sais pas comment exprimer c'est vrai que les choses sont faites, mais quand même elle a perdu son fils, elle l'a appris en prison et ses filles après on délie un petit peu et on parle même du fait que ce monsieur qui a été assassiné, Norbert, avait les mêmes actes et les mêmes gestes avec sa sœur jusqu'à son mariage avec sa femme. Donc sa femme est venue remplacer la souffrance de sa sœur. Et Jacqueline Sauvage a été victime de violence de son père aussi. Je sais pas si vous savez, donc c'est vraiment une femme qui a souffert pratiquement toute sa vie, qui a souffert des violences de familiales et par la suite qui en a souffert avec ses propres enfants et voilà, et c'est très difficile. Alors à la question, s'agit-il d'un geste opportuniste pour François Hollande ou s'agit-il vraiment d'un vrai acte politique? Pour moi, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Hollande est aujourd'hui dans un état de grâce. C'est un homme libre, il doit rien à personne, et il fait ce qu'il veut. Au mois de mai, il partira. Et je prends même le pari avec vous qu'il va retrouver une popularité extraordinaire. C'est déjà fait, hein. Non, mais à partir du mois de mars, et vous allez voir que les 3% vont monter à 24, 25. Ça ne changera rien, hein. Mais c'est pour dire, donc, c'est un homme libre. Même avant la grâce, de toute façon, il commence à retrouver une cote. Oui, non, mais les gens se sont dit qu'on a peut-être cassé trop de sucre sur son dos, au petit Hollande, là. Oui, tout à fait. Non, mais je parle donc du rapport entre les deux. Et donc, les gens vont citer cet exemple d'humanité ou d'humanisme qu'il aura pris. Et donc, pour moi, il a aucune pression. Il fait ce qu'il veut. Et c'est un état idéal. Je veux dire, vous le comparez à monsieur Obama. C'était par rapport à Omar Radat, si je me trompe pas. Oui, mais longtemps, et c'était dans un autre contexte. Mais je vais rester sur fin de mandat. Vous avez Obama qui fait exactement la même chose aujourd'hui vis-à-vis de la Palestine. Vous avez Kerry qui a fait un discours extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un laps de temps où l'homme politique devient libre. Il n'a plus aucun lobby qui peut l'influencer. Et là, j'allais dire, c'est la conscience de l'homme politique qui s'exprime à 6 mois de la fin de son départ. C'est bien dommage. En tout cas, François Hollande a cet honneur de pouvoir rassembler tout le corps politique, puisque ce geste a été salué de Marine Le Pen à Benoît Hamon, en passant par tous les hommes et femmes politiques quasiment de cette classe politique. Donc bravo à lui en tout cas, juste pour rassembler tout le monde sur un et geste. Il avait déjà regretté dans son discours d'adieu, moi je l'appelle comme ça, dans son discours de non représentation, il avait déjà fait la même chose.
chose sur la déchéance et il a dit qu'il regrettait la déchéance. Alors, Donc, belle transition Tarek, belle transition pour ce qui est de la déchéance de nationalité. Le 27 janvier 2016, elle a annoncé sa démission du gouvernement. Oui, c'est Madame Taubira. Madame Taubira. Oui. Madame Guenon, comme disent les gens de l'extrême droite et qui sont condamnés à 6 mois avec sursis. Voilà, donc 27 janvier 2016, elle n'a pas attendu la fin des débats, elle a démissionné, donnant donc son désaccord par rapport à cette loi qui allait entrer en discussion à l'Assemblée. Et elle a été remplacée par le monsieur, je dirais son nom, Jean-Jacques Urvoas. Non, mais je dirais qui était pour la levée de tout ce qui concerne la circulaire Mario Ali sur le boycott, tant qu'il était député et président de commission, jusqu'à la veille de qu'il devienne ministre de la Justice. Et dès qu'il est devenu ministre, il a oublié, bien qu'il ait reçu des courriers. Et vous voyez donc quand même comment cette liberté des hommes politiques dépend des situations dans lesquelles il est. Il était contre qu'on condamne les gens parce qu'ils ont fait le boycott, et dès qu'il est devenu ministre, il répond même plus aux lettres à ceux qui il écrivait avant. Et vous avez même sur l'internet une belle lettre de monsieur Urvoas à Madame Taubira qui était ministre pour lui dire qu'il ne comprenait pas qu'elle ne mette pas fin à cette circulaire. Incroyable. Qu'est-ce qu'on lui dirait à lui aujourd'hui? Exactement. Dans un instant, on est de retour pour la suite de cette dernière du LGF. On passe en revue les principaux faits de l'actualité de cette année 2016 qui fut très chargée. À tout de suite. LGF, la dernière pour ce vendredi 30 décembre. Bienvenue avec nous aujourd'hui. Beaucoup de monde autour de cette table et ça fait plaisir pour cette dernière finalement de bien terminer l'année avec la baronne Bouchra, accompagnée de son invité aussi, l'auteur du livre Il m'a volé ma vie, Bouchra. Morgane Seliman. Morgane Seliman qui est avec nous. Justement pour parler un peu du livre rapidement, Morgane, oui. C'est le témoignage donc d'une femme qui a été mariée à un homme qui a été extrêmement violent. Un calvaire qui a duré plus de 4 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi avoir décidé d'en faire un livre? C'était une manière d'une espèce de thérapie? Oui, voilà, c'était une thérapie. Puis après, pour ma part, les choses sont faites à l'envers. C'est la maison d'édition qui est venue à moi, qui m'a donné l'idée de faire ce livre, quoi. Mais c'est vrai que c'est une vraie thérapie. Et d'ailleurs, je conseillerais à toutes les femmes d'écrire leur propre histoire. Pas forcément pour le publier, bien sûr, mais pour que ça leur fasse du bien. Est-ce que vous êtes rentré dans cette phase? Peut-être que toutes les femmes battues ont connu à un moment ou à un autre. Victime de violence conjugale, Christophe, s'il te plaît. Oui. Est-ce qu'il y a eu ce moment de culpabilité? Et attention, il y a maintenant avec Bouchra, culpabilise toujours, forcément. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit c'est de ma faute, il me bat, j'en suis arrêté, c'est de ma faute, tout est de ma faute? Alors oui, bien sûr, non. Il y a toujours cette part de lucidité qui fait que malgré tout, on sait que c'est pas de notre faute, mais à 80%, on pense que c'est de notre faute. Voilà, où on va culpabiliser, on va avoir honte, alors que c'est pas à nous d'avoir honte. Comment vient ce déclic? Il y en a plusieurs. Là, souvent, c'est par rapport aux enfants. Ouais. Et puis pour moi, ça a été ça. Ça a été la fessée qu'il a mis de trop à mon fils, et je me suis dit non. Jamais il touchera mon fils. Donc finalement, le fait qu'il s'en soit pris à ton enfance, ça a été l'élément déclencheur qui a permis que tu puisses commencer à réagir. Oui, complètement. Tant qu'il s'en prenait à ta personne, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas que ça te gênait pas, mais voilà. C'est pas ça qui a fait que ça a déclenché ensuite tout ce qu'il a connu. On va pas non plus révéler toute l'histoire parce qu'il faut acheter le livre. Comment expliques-tu que les médias se sont emparés de ton livre, de ton histoire? Parce que tu as une presse assez importante qui t'a été offerte pour la promotion de ce livre. Je pense que mon histoire, en fait, c'est l'histoire de plein d'autres femmes. C'est écrit simplement, franchement, donc ça a parlé à beaucoup de femmes. Et puis c'est vrai que il y a plusieurs choses aussi qui sont assez horribles, qui me sont arrivées, et c'est malheureusement le voyeurisme plaît aussi. Ouais. Il y a aussi dans son livre, en fait, qui est fait sous forme de témoignage, elle explique ce qu'on a toujours du mal à expliquer aux autres, en fait, c'est pourquoi cette emprise, parce que les gens se posent beaucoup de questions, mais pourquoi elle part pas? Et ça, c'est très difficile. Quand une femme, qu'il n'y a pas une forme d'acceptation de la violence arrivée. Quand une femme est sous emprise, c'est très très difficile. C'est très mais difficile. Tout ça, c'est l'emprise, en fait. Voilà. Et puis, je pense que l'emprise est très dure à expliquer aux gens, en fait. Sur le principe, l'emprise, peut-être qu'il faut l'expliquer. Qu'est-ce que c'est l'emprise dans les grandes lignes? En fait, moi je l'avais expliqué la dernière fois, je sais pas si je vous ai expliqué le cycle des violences. Vous savez, c'est un cercle. En fait, on est dans une bulle.
avec son bourreau, et en fait ainsi va le cycle, c'est-à-dire que ça commence par des tensions, la violence, que ce soit physique ou verbale ou psychologique. Ensuite il y a la lune de miel. Cette lune de miel où en fait le bourreau en fait s'accapare de sa victime, de sa proie, en lui disant enfin voilà que des belles choses, en lui achetant, en offrant des cadeaux, donc voilà, et la victime en fait se retrouve vraiment dans un engrenage où elle se dit ah bah il va changer, et ainsi de suite. Et en fait elle part pas à chaque fois parce que, et elle ose pas faire de, voilà, parce qu'elle se dit non, au fond de lui je vais l'aider, c'est qu'il est pas bien, c'est à moi, et elle culpabilise aussi la personne, donc il y a cette honte aussi. Une question que j'ai envie de vous poser quand même, c'est que autour de vous avez des hommes qui sont vraiment d'une galanterie exemplaire. Tout à fait. Voilà. Et comme on peut se demander, nous, en tant qu'hommes. Petit aparté, je ne bats les femmes qu'avec des roses. Oh. Elle est belle celle-là ou pas? Ouais. C'est une disquette ou pas? Ouais, une belle disquette. D'accord, merci. Donc, on a du mal à comprendre. Les épines, dans les roses. Justement, il faut le petit truc, tu vois ce que je veux dire? On a du mal à comprendre comment une femme accepte pendant des années de se faire tabasser, de se faire taper, de subir des violences, des humeurs de la part d'un homme. Une femme d'aujourd'hui, enfin même d'hier, on a du mal à comprendre que ça puisse durer comme ça, parce qu'il suffit d'une claque et c'est le départ finalement. C'est comme d'ailleurs une tromperie, comme beaucoup de choses, il suffit de l'avoir fait une fois pour recommencer. Et comment passer de la première claque à ensuite un enchaînement et une augmentation de la violence sans que la femme ne réagisse? Mais en fait, moi je pense que tout simplement quand la première claque elle arrive, c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Il y a déjà tout un mécanisme qui est mis en place. Donc quand on nous dit oui, il faut partir à la première claque, mais c'est déjà trop tard. Merci pour ce que tu dis, sincèrement. Depuis longtemps en fait. Non, parce qu'avant les claques, il y a tout un... avant les claques, il a fait le ménage, on n'a plus d'amis, on voit presque plus de famille. Il y a l'isolement. C'est pas le pervers narcissique qui est un petit peu tout à fait. Ils sont considérés oui, la plupart. Après, il y a plusieurs cas différents, mais ça commence toujours, enfin, c'est que ça commence petit, en fait, on voit pas arriver. Les violences physiques, en fait, en général, les violences physiques, elles arrivent bien plus tard, hein. Le livre s'appelle Il m'a volé ma vie, et ça sera d'ailleurs le coup de cœur tout à l'heure de Bouchra Morgane qui reste avec nous. Dans quelle maison? XO. Voilà. Mon cher Tarek, je vais vous apprendre quelque chose peut-être. C'est un chroniqueur du LGF qui est à côté de vous et qui souhaite se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Vous allez bien l'écouter et peut-être valider ou pas d'ailleurs son projet. Hicham Tarak. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Françaises, Français, rebonjour. Le moment est grave. Aujourd'hui, en vertu des droits qui me sont conférés, à savoir le droit de raconter n'importe quoi et surtout le droit de rêver, je vous annonce, mes chers compatriotes, que je me porte candidat aux élections présidentielles de 2017. Devant vous se tient un candidat 100% indépendant. Je ne réponds à aucun lobby, qu'il soit agroalimentaire ou bancaire. D'ailleurs, même quand ma banque m'appelle, je décroche même pas. Entreprendre, promouvoir, engager, ce sont mes maîtres mots. La France a besoin d'un nouvel élan. La France a besoin d'une nouvelle image. La France doit s'engager pour de meilleurs lendemains. Pour cela, je vous garantis un gouvernement totalement hors du commun. Par exemple, Zinedine Zidane comme ministre des Sports. Avec lui, on gagnera tout. Et puis si ça marche pas, coup de boule et on n'en parle plus. Ok ? Je m'engage à protéger les Françaises et les Français des attaques et menaces extérieures. Oui, je commencerai à me débarrasser de cette idée néocolonialo, empiro-mondialo, aristo-consumériste, libéraliste, qui nous mène sur de mauvais chemins et qui fait de nous une cible de choix pour les fachos, mégalos, pervéros, terroristos, écolos, complotistos, exterminatos, tabasco, anarchistos, djihadistes. Et si t'as pas compris, tant pis pour toi, je recommencerai pas. Ok ? Je réaliserai le rêve de tout un peuple. Bâtir une économie forte, une monnaie puissante. Je nommerai l'oncle Picsou, ministre des Finances. C'est une pince, un radar comme jamais. Avec lui, fini les privilèges des ministres, des députés et j'en passe. Le gâchis, c'est fini. Et tiens, j'en profiterai pour supprimer les péages sur les autoroutes déjà amortis. Je me résous du verbe résoudre, du latin resolver, à combattre les fautes d'orthographe. Oui, car là, avec les réseaux sociaux, le langage SMS, on en perd son latin. Aujourd'hui, les gens font même des fautes d'orthographe quand ils parlent. On a même perdu des temps de conjugaison. Et si à ça, en plus de ça, on rajoute la réforme de l'orthographe, ça va être chaud 2017. Pour cela, je fais une petite passe assez sympa, je nommerai Sabrina Artiste comme ministre de l'Éducation nationale. Ouais, et oui, je me résous toujours, du verbe résoudre, à soigner les oreilles de mes chers compatriotes. Non pas qu'elles soient atteintes d'un mal incurable, non pas du tout, mais je dirais qu'elles sont quotidiennement victimes de criminels de la rime. Si je vous dis Joule, PNL, pour ne citer que, c'est eux les vrais terroristes.
Et voilà pourquoi je nommerai Pascal le grand frère, ministre de l'Intérieur et de la Famille, car avec lui, tous ces morveux fileront droit. Une bonne fessée à l'ancienne, une bonne baffe pédagogique, et on arrêtera le massacre musical. Bien sûr, je ne vais pas vous donner tout mon programme. Bien sûr, je ne vais pas vous donner tout mon programme maintenant, ici même. Même si je sens que tout le monde a envie que je développe, mais bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, si je ne suis pas élu président de ce beau pays, sachez que je retournais d'où je viens, la rue. Je ne l'ai jamais quittée. Peut-être qu'elle et moi, on s'est fait un peu la tête pendant un moment, mais elle a toujours été dans mes pensées. Banlieue, je vous aime. Pour finir ma profession de foi, je citerai une personne que j'apprécie pour ce qu'elle est et ce qu'elle représente, Saïd Tagmaoui. À la ligne, ouvrez les guillemets, on a essayé beaucoup de choses en banlieue, mais on n'a pas essayé l'amour. Je rajouterais, pour ce pays, c'est pareil. Merci pour moi. Eh ben écoute, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot et du taf. Hein. Hicham, oui. Tarek, ça sent bon ou s'il y a encore beaucoup de travail, je pense, hein. Il a oublié la fameuse phrase, est-ce qu'il y a des Arabes dans la salle qui lèvent les bras? Alors, en parlant de ça, hier, en discutant avec des amis. Pour envoyer le message à ceux qui vous voient toujours de la sorte. Voilà, par exemple, si je suis nommé, enfin, si on m'élit, si je suis président, voilà, ça sera super pour ce pays, je pense. Je réponds juste à un ami à moi qui s'appelle Hans. Il m'a dit, s'il te plaît, laisse du porc à la cantine. Il n'y a pas de problème. Si tu m'entends, Hans, il y aura du porc à la cantine pour tout le monde. Et triple ration de frites, et voilà, on régalera tout le monde. Voilà. Bon, très bien. Eh ben, en tout cas, voilà, une belle profession de foi réalisée en direct. Je sais pas si ça te portera chance, hein. Bah, j'espère. Quoi qu'il en soit, on a tous cet espoir que les choses changent. Alors c'est vrai que pour la réforme de l'orthographe, je suis assez d'accord, hein. Moi qui suis nul en orthographe, et je l'avoue. On s'est laissé bercer par les SMS, les réseaux sociaux. Tarek, vous en recevez certainement des SMS avec des LOL, des MDR et compagnie. Et je les rejette. Je les rejette et j'écris pour ceux surtout. Bon, les LOL et MDR, j'ai fini par admettre. Mais quand c'est mal écrit, je repense, je ne comprends pas vos textes. Et ça oblige les gens à écrire un peu. Tout en sachant que maintenant, aujourd'hui, enfin, le LOL, je vais pas dire qu'il disparaît, mais maintenant avec les smileys, et les émoticônes, les bitmojis, tout ça, tu n'écris même plus. Oui, non, mais moi, c'est l'écriture de la langue française. Quand on écrit une langue, faut la parler. Et par contre, dès que je vois qu'un texte est écrit en alphabet chrétien, comment dire, c'est français, quoi. Mais comment on appelle ça? Non. Et que le texte est en arabe. Alhamdulillah, Yahouya, en phonétique, je dis, je rejette. Alors, on écrit en arabe, on écrit en français, mais on mélange pas toutes ces incompréhensions que personne ne comprend. Tarek, vous avez choisi, vous, 12 faits, qui se sont déroulés au cours de cette année 2016, que vous avez souhaité nous faire partager, histoire de remémorer un petit peu les choses, de cette année 2016, de ces actualités. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, si je devais passer en revue, non seulement si je prends un pays, la Turquie, le nombre d'attentats, on y passerait quasiment toute l'émission malheureusement. Les attentats, il y en a eu partout, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, bien sûr en Turquie beaucoup, mais aussi en Tunisie qui a de nouveau goûté à la violence cette année. Et ça a commencé d'ailleurs le 3 mars dernier pour l'affaire de Ben Gardan. L'effet marquant 2016. L'avantage quand on travaille sur l'éphéméride d'une année passée, c'est qu'on découvre que tant et tant de choses se sont passées cette année-là et on se sent un peu coupable d'avoir oublié des grands faits de l'année passée, surtout quand il s'agit de morts d'êtres humains, d'hommes, de femmes et d'enfants, souvent innocents, dans des attentats. Je dirais donc que la ligne rouge pour 2016 reste pour moi la guerre en Syrie et ses conséquences. D'une part, les attentats en Afrique, en Tunisie à Ben Gardan, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Asie, au Pakistan, Afghanistan, Jordanie, Irak, Turquie, en Europe, France, assassinat de policiers, tuerie de Nice et assassinat du prêtre Hamel, en Belgique, donc les aéroports et la gare, en Allemagne, et aux États-Unis, en Floride, parce qu'on a tendance à oublier. Et d'autre part, surtout, cher Christophe, les chambardements géostratégiques en cours, avec le début de l'effacement de la présence diplomatique et militaire de l'Occident américain et français, mais aussi depuis du Golfe, de la guerre d'Irak et de Syrie, et l'entrée en force dans cette région du monde d'une coalition informelle, Russie, Chine, Iran, Hezbollah, et beaucoup plus tard dans l'année, Turquie.
À l'international, je retiendrai donc, en premier lieu, la normalisation de la diplomatie américaine avec Cuba, depuis donc les années 60, avec une réouverture des ambassades de Cuba aux États-Unis, et vice-versa, donc ouverture d'une ambassade des États-Unis à Cuba. Deuxièmement, la normalisation de la diplomatie américaine avec l'Iran, arrêtée depuis 1979, à travers l'accord sur le nucléaire iranien, qui, je le rappelle, parce qu'on a toujours la mémoire qui flanche, laisse l'ensemble des installations nucléaires iraniennes intactes, notamment les centrales d'Arak et de Natanz, qu'elle a construit sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'à ce que l'opposition iranienne le rende public. Cet accord, je vous rappelle aussi, prévoit la levée de toute restriction sur l'enregistrement d'uranium dans 8 ans. En clair, très bientôt, l'Iran aura le droit d'enrichir son uranium dans cette région du monde. Vous avez également un truc qui marque, c'est la tentative de coup d'État en Turquie qui a échoué. Un fait beaucoup plus lointain géographiquement chez nous, mais qui marque le tournant de l'utilisation des instruments juridiques contre la politique. C'est la destitution de la présidence brésilienne Dilma Rousseff pour maquillage de compte public. Elle n'a rien commis, cette dame, et la commission le reconnaît, mais elle a quand même perdu son poste de président au profit de mafieux de la droite brésilienne. Le Brexit, bien sûr, comment oublier le Brexit? Ah oui. Au Brexit suit l'élection de Donald Trump, l'homme qui va marquer le monde pendant les 4 années qui viennent. Plus heureux, pour nous, le vote de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU 2334, un chiffre à retenir, il est simple, 23, et on inverse ou presque, 34 sur la condamnation de la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Le fondement qui réunit la France, le Maghreb et toute la Méditerranée, c'est la fameuse crise des réfugiés. Réfugiés qu'on n'appelle jamais réfugiés en France, en tout cas dans les médias, mais on les appelle des migrants comme s'ils immigraient volontairement pour venir ici, alors qu'ils fuient des pays de guerre. Crise qui est une tragédie terrible humanitaire pour les réfugiés, et elle représente en 2016 un nombre, retenez les chiffres Christophe, 5 fois supérieur à celui de 2014. Il met à mal les certitudes du gouvernement européen, car elle constitue la plus importante circulation de déplacement des personnes en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. En France, et ça nous touche au quotidien, les primaires de la droite qui ont fini par exclure Sarkozy de la vie politique et permis l'émergence de François Fillon. La transformation institutionnelle en France et l'entrée en vigueur de la nouvelle carte des régions françaises qui passe de 22 à 23. Dans quelques années, quand vous poserez la question, ce sera 22 et les 13 régions seront enterrées. Un fait qui, à mon sens, va changer la psychologie de la France en général et de la communauté dite franco-musulmane. Je n'aime pas ce terme, mais c'est ce qu'on utilise. Et je dirais, c'est le fait que les citoyens français de confession musulmane se rendent massivement et publiquement dans les églises pour honorer la mémoire du prêtre, le père catholique Jacques Hamel, assassiné par 2 fanatiques terroristes. Pour terminer ces 12 points avec un peu de gaieté et j'allais dire, et de déception. D'une part, c'est la mort du grand boxeur américain, Muhammad Ali, qui est né donc en 42, et quand il est né, il portait le nom de Cassius Clay, qu'il a rejeté pour terminer par Muhammad Ali. Et pour faire plaisir à notre ami Christophe, c'est l'Euro de football qui a été organisé au mois de juin en France. Et bien sûr, pour ceux qui aiment les sports l'été, allongé sur la plage avec maintenant tous les instruments modernes pour regarder les Jeux olympiques d'été à Rio, qui ont eu lieu en août. Je savais pas que t'étais très foot. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi les faits énoncés par Tarek? Tiens, Hicham. Écoute, je resterai sur les Jeux Olympiques. Ouais. Pour sortir de il a dit, et il a boudé quand on a parlé foot, et puis tout d'un coup, non, les Olympiques. En fait, parce que si on fait une rétrospective de 2016, pour moi, c'est plutôt une rubrique nécrologique, clairement. Ouais.
Moi, ce qui m'horripile un petit peu, c'est tous les ans, on a, tu sais, sur les réseaux sociaux, ces vidéos de compilation de photos de gens décédés. Alors, artistes, forcément, ça touche un petit peu tout le monde. Ce qui comment dirais-je, me fait un peu mal à la tête, c'est surtout le fait que on va, comment dirais-je, limite, on va plus se sentir touché quand une personne connue décède que des inconnus. Par exemple, depuis 2016, pour moi, c'est l'année du massacre et de la non-assistance à personne en danger. Quand on sait qu'on voit certains pays, comment on parle de la Syrie, par exemple. La Syrie, c'est pas rien, quoi. Tu vois. On parle aussi de tout ce qui peut se passer dans le Moyen-Orient en général. On a des pays qui se font massacrer, qui se font bombarder. Bon, on n'en entend pas plus parler que ça. Il y a aussi les Rohingyas, par exemple, aussi. Ça, pour moi. C'est peut-être l'esprit de Noël qui fait que les gens se disent ouais, faudrait peut-être faire quelque chose, hein. Et rien que ça, par rapport à ça, je trouve ça un petit peu décevant. Enfin, je dis un petit peu, mais c'est très décevant, clairement. Voilà. Bouchra ? Alors moi, il y a plusieurs faits. Hein. On bouge pas le sport, l'euro et tout ça, c'est pas du tout. Mais moi, c'est plus au niveau des attentats. C'est ce qui m'a le plus. Il y en a eu beaucoup cette année. Voilà, c'est plus ça qui m'a le plus marqué. Parce qu'en fait, tous les pays quasiment ont été touchés. Tous les pays y passent et c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression plus on avance dans le temps. Et puis il y en a. C'est pas n'importe quel pays aussi. Il est important de dire que c'est pas n'importe quel pays. En général, ce sont des pays qui ont des intérêts dans les pays qui sont justement qui mangent des pierres à cette heure-ci en fait. Comme Tarek l'a évoqué là, en Floride. Enfin, quand on regarde, ça va. C'est les 4 continents qui ont été touchés cette année. C'est ça. Et le Brexit aussi. Ouais. Le Brexit. C'est vraiment quelque chose qui. Moi, il y a un fait marquant aussi pour moi. C'est la fermeture des berges par Anne Hidalgo. Ah oui. Ça cause beaucoup de moi j'en peux plus. Les personnes qui viennent sur Paris, c'est. Et l'augmentation du prix pour des stationnements en fin de compte quand la solution est simple, il suffit d'habiter à Paris. Mais j'habite Paris et justement voilà, la semaine c'était 3 €, j'étais bien, tu vois. J'avais de la monnaie pour acheter une baguette et prendre un café. C'est passé à 9 €. Déjà, tu vois ce que je veux dire. Déjà, tu réfléchis déjà. Vous supprimez le café et la baguette et vous garez la voiture. Alors, il y a quand même eu un fait marquant dans l'actualité. Vous savez que. T'as pas demandé à Morgane. Oui, Morgane. Est-ce qu'il y a un fait quand même qui a retenu ton attention, Morgane? Sur ce qu'il a énoncé. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je crois, c'est Donald Trump. Ah oui. Non, mais c'est vrai que c'est. Et l'autre jour, c'est Tarek ou c'est toi, Christophe, qui avait avec Bader. C'était quoi la question? C'était quelle était la personnalité qui a le plus marqué l'année 2016? Oui. Et j'étais extrêmement choquée parce qu'en fait c'est Donald Trump. Non mais c'est la une on a donné la une de plusieurs magazines américains. Oui, ça veut pas dire que pour nous il est. Oui, mais oui voilà, c'est au niveau, sur le net et tout ça. Mais c'est vrai que quand on se dit, ça veut dire qu'il était là déjà bien avant. C'est-à-dire que début 2016, il faisait déjà parler de lui. Ouais. C'est fou parce qu'il s'est présenté. Enfin, je veux dire les élections présidentielles aux États-Unis. Au mois de novembre. Quand même, c'était au mois de novembre. Enfin voilà, moi ça m'a quand même. Il y a eu quand même un événement important. Vous savez que dans tous les pays, quand on parle d'attentats et quand on recherche des terroristes, on a tendance à les abattre pour les récupérer. Quand même, le 18 mars 2016, Salah Abdeslam a été capturé par la police belge. Voilà. Et justement, je pense que c'est aussi un fait super marquant. Enfin, c'est un détail, un détail dans les attentats. Bon, je suis désolé, peut-être que je prends un sujet qui est assez grave, mais j'arrive à le détourner un peu. Mais je sais pas en quoi est fait les cartes d'identité des terroristes. Parce que je sais pas quel est le délire, tu vois, c'est une secte, peut-être c'est genre tu vas te faire sauter, laisse ta carte d'identité. Tu vois ce que je veux dire? Expliquez-moi s'il vous plaît. Moi président par exemple, voilà, une cellule exactement juste pour ça, une cellule d'enquête rien que pour ça, tu vois. Non mais ça c'est vrai que c'est quand même surprenant qu'on retrouve des pièces d'identité, des passeports. Ils veulent devenir des héros, donc c'est ça, la reconnaissance post-mortem, c'est ça. OK, je comprends mieux. D'accord. Il laisse des traces. Mais Tarek, cela dit, sur le fait que la police belge ait réussi quand même à capturer l'homme le plus recherché d'Europe, quand même au début de l'année 2016 et fin d'année 2015, après les attentats du 13 novembre à Paris à Saint-Denis, Salah Abdeslam a été capturé vivant. Est-ce que on peut imaginer s'il avait été capturé par la police française, il serait peut-être plus vivant? Tout à fait, il aurait été exécuté. En fait, je pense que c'est une école de pensée. Il y a l'école israélienne qui a aujourd'hui imbibé l'ensemble du monde occidental dans la façon de se comporter avec les terroristes ou les présumés terroristes, parce que je présume, parce que
tant qu'il n'est pas condamné, il est présumé innocent. Et la police, belge donne l'impression, parce qu'il n'a pas été le seul à être arrêté vivant, elle donne l'impression qu'elle n'est pas encore imprégnée par cette vision, parce que vous le voyez devant le commissariat du 18e, quelqu'un donc soupçonné, on lui tire dessus. Donc en Israël, en Palestine occupée, alors je vous dis pas, c'est tous les jours, dès que quelqu'un fait un geste avec un couteau, bon, il est abattu. Les Américains ont inventé ça dans les années 60. Donc c'est un problème, non pas de déontologie, mais de culture policière. Et moi, c'est celui qui me fait le plus regretter que la police française ait mené cet acte il y a les deux. Il y a d'abord à Toulouse, un pauvre type dans une maison, dire tout le monde sait, même sans avoir été ni policier ni militaire, qu'il y a aujourd'hui des bombes incapacitantes. Il suffit de jeter une dizaine de bombes, le type c'est comme un poisson. Il y a eu beaucoup de questionnements. Non mais voilà. Et vous avez l'affaire de Saint-Denis. Oui, comment il s'appelle Salah Abdeslam. Boud. Voilà. C'est Jawad. Jawad, super marrant quand même. Non mais Jawad parce qu'il a été arrêté dans la rue. Bien. Moi j'ai rigolé Jawad. Avec la fille, non, il n'a pas été tué parce qu'il a été sorti. Non, il a été tué. Non, Boud, son compagnon. Oui, non, mais son compagnon. Non. Celui sur qui on va pas faire le truc policier, c'est lui à qui on a tiré, c'est Salah Abdeslam en Belgique pour l'arrêter. Mais sinon, Boud, sa cousine, qui tout le monde maintenant reconnaît qu'elle était pour rien, elle rendait service d'une manière absurde et stupide à son cousin. Mais Jawad, c'est autre chose, on peut en parler tout à l'heure. Voilà. Lui, c'est un, c'est un marchand de sommeil. On lui a dit, on te donne 500 €, il a pris 500 €. Tarek, pour cette affaire. Mais je reviens. Donc, il y a d'un côté, une façon de faire de la police, d'arrêter les gens vivants pour remonter à la source. Ouais. Mais sur, par exemple, Toulouse, manifestement, la police ne voulait pas remonter à la source, puisque Mera travaillait pour la police française. Donc, on ne veut pas arrêter quelqu'un qui vient après nous raconter qu'il a rencontré X ou Y, je cite personne, pour qu'on ne se retrouve pas devant les tribunaux, mais qui a été accueilli, d'après la presse française, dans les locaux de la DST. Alors, et on n'oublie pas, il y a la police belge, mais la police marocaine aussi. Oui, apparemment, qui ont été les polices marocaines qui ont apporté des éléments importants. La police française, franchement. Oui, non, mais c'est pas ça. La police marocaine, elle ne s'est pas retrouvée dans cette situation d'avoir des gens armés pour en savoir, parce qu'il faut toujours, quand on fait de l'analyse un peu politique et pas politicienne, de donner les éléments. Par contre, la police marocaine avait infiltré la cellule de Boud, parce que Boud lui-même était marocain, et donc on lui a foutu dans les pieds des Marocains qui parlent sa langue et qui viennent de sa région, et c'est eux qui l'ont vendu pour être arrêtés. Alors, juste pour faire le lien par rapport à la Belgique et par rapport à cette affaire à Boud de Saint-Denis. Un petit chiffre, puisque vous êtes dans les chiffres, Christophe, j'ai écouté hier... c'est un criminologue, en fait. Non. Connais tout. Non, mais ça, vous cherchez quelqu'un. Les experts en France Maghreb. C'est l'avantage de la lecture. Et hier, vous avez parlé de ce ministre, monsieur Loh, algérien, qui parle de 55 000 personnes qui sont passées devant le tribunal. Vous pouvez rajouter 3 € derrière, cher Christophe, parce que avant l'élection du président Bouteflika, il y avait une commission de recherche pour savoir donc le nombre de ces personnes. C'était 550 000 personnes. Et ce type, justement, il passe de 550 000 à 55. C'est en quelque sorte presque pour nous dire qu'il n'y avait pas grand-chose comme terroriste. Il y en avait un demi-million. Alors juste pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Belgique, l'arrestation de Salah Abdeslam et l'affaire à Boud. L'affaire à Boud, pour vous rappeler un petit peu, eh bien la police donc qui était sur place depuis 5 heures du matin jusqu'à très tard dans l'après-midi a tiré 5000 balles. Oui. 5000 balles qui n'ont jamais atteint personne. Leur cible. Personne. Non, et en plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé tous les services pour qu'on leur amène d'autres balles, parce qu'ils ont épuisé le stock avec lequel ils sont venus à Saint-Denis. C'est incroyable. Comment on explique ça? Eh ben, on explique ça peut-être par l'amateurisme ou peut-être par des gens qui sont peut-être pas préparés ou formés à de tels actes. Alors, je vous rappelle que, puisque vous êtes dans ces comparaisons macabres, que quand j'ai la pub, hein. Oui, quand l'armée américaine a découvert les deux enfants de Saddam en Irak et son petit-fils. C'est les 10 ans de la disparition, de l'assassinat de Saddam Hussein. C'est autant qu'ils ont attaqué le pavillon dans lequel il était,
unités. Donc il y avait les mitraillettes, les fusils, les pistolets, les tanks et l'aviation. Et c'est tout le pavillon, parce qu'en Irak c'est plutôt des pavillons que des immeubles, qui a été détruit pour tuer 3 personnes. Allez, pub, on est de retour très vite pour continuer de faire le fil de cette actualité de 2016 qui a été donc très chargée. Et ouais, la sirène de la liberté, c'est le LGF, le dernier de l'année sur France Maghreb 2, avec une équipe bien garnie aujourd'hui. Hicham Terak, Bouchra la Baronne, Tarek Mami, et puis même la visite de Badr qui est passée là dans le coin, là, Badr Belamine. Et puis Morgane qui est avec nous aussi, auteur du livre Il m'a volé ma vie, absolument évidemment à acheter, à lire et à faire lire aussi. J'ai vu d'ailleurs que tu avais ramené des livres pour nous là, Morgane. Oui, bah oui. Ah bah c'est bien, moi j'en veux un. Hein. Bah oui, bien j'en veux un dédicacé même. Hein. Ah bah oui. Alors, on parlait avant la pub de l'arrestation de Salah Abdeslam, la Belgique qui, vous le savez, peu de jours après donc cette arrestation, le 22 mars à Bruxelles, il y a eu ce double attentat, double explosion vers 8h à l'aéroport donc international, suivi 1 heure plus tard dans le métro de Bruxelles, lourd bilan en 31 morts et 260 blessés. Des attaques qui avaient été donc également très très médiatisées pour le coup et très violentes du côté de Bruxelles. On s'en souvient évidemment tous. Et puis tiens, Hicham, ça va peut-être te parler aussi. Dis-moi. 24 mars, c'est la mort d'un célèbre footballeur. Cruyff. Néerlandais. Cruyff. Bah oui. 3 titres de Ballon d'Or. C'est beau ça. Voilà, donc il nous a quittés. Donc au mois de mars. Vous pouvez continuer évidemment de faire ce fil d'actualité avec nous au 01 40 33 appeler, allez-y, 9000. Tiens, je vais prendre un appel en direct. Allô, oui, bonjour Christophe. Bonsoir, votre prénom? Alors moi c'est Ali. Bonsoir Ali, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Ali. Ali la France. Bonsoir Christophe, Monsieur Mamie et tous les invités. Donc je voulais saluer, avant de parler de mon sujet, saluer le livre qui a été écrit là par Bouchra, je crois. Non, c'est Morgane. Morgane Célimane. Elle parle trop, Bouchra. On croit que c'est elle qui écrit, mais non. C'est pas moi. C'est pas moi l'auteur, c'est Morgane Célimane. Ouais, pardon, ouais. Donc au sujet de son livre qui met en cause les hommes, les abrutis qui frappent leurs femmes, qui détruisent leurs familles, qui sèment la pagaille dans leur famille. Voilà, donc merci pour le livre. Tu vas l'acheter, Ali? Je voulais aussi parler des Rohingyas qui sont massacrés en Birmanie. Oui. Juste rappeler que Aung San Suu Kyi, la présidente, elle est prix Nobel de la paix. Et le prix Nobel de la paix, c'est bien l'Occident qui lui a donné, qui lui a permis d'aller au pouvoir. Et rajouter aussi au niveau de la dernière chose, au niveau de la résolution de l'ONU condamnant l'antisémitisme. On t'entend pas très bien, Ali. Ali, parle bien devant ton téléphone, s'il te plaît. Ali Lafonce. Oui, donc là vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Oui, donc je voulais revenir sur la résolution de l'ONU condamnant l'État d'Israël, l'antisémitisme qui occupe la Palestine et la colonisation dans les territoires occupés. Eh bien, la source Presse TV, un rassemblement de juifs, des vrais de vrais, nos amis les juifs, se sont rassemblés devant la Maison Blanche aux États-Unis pour saluer la résolution de l'ONU condamnant Israël. Alors donc le président Obama et son établissement, ils se sont abstenus pour que la résolution passe. Et je rebondis sur ce que dit Monsieur Mamie, c'est-à-dire les hommes politiques deviennent humains à la fin de leur parcours, mais ça sert plus à rien en fait. C'est vrai. Voilà. Merci Ali. Très bonne année à tous. Merci, salut à toi Ali. C'est vrai que ça a été aussi un grand fait pour terminer cette année 2016, cette résolution Tarek. Juste pour rappeler aux auditeurs auditrices, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler cette semaine et peut-être que là, moi y compris d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui oblige Israël à respecter cette résolution? On sait que ça l'a mis en colère évidemment. Il y a 2 sortes de résolutions. Faut peut-être rappeler et préciser. En fait, il y a les résolutions qui sont adoptées sous ce qu'on appelle le chapitre 7. Le chapitre 7, il dit voilà ce qu'on a décidé. Et si dans un délai de X, ça n'a pas été exécuté, on peut passer soit à des sanctions de plus en plus fortes, soit à la guerre, comme ça s'est déjà produit, et notamment la fameuse résolution qui a été prise pour la Libye, détournée par la France et par les États-Unis, et par BHL et Sarkozy. Et donc là, cette résolution contre Israël n'a pas été adoptée sous le chapitre 7, donc il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de menaces. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait plus de 30 ans qu'aucune résolution ne passe contre les États-Unis, contre Israël. De fin d'année aussi. Non. Aujourd'hui, en fait, c'est comme on a dit tout à l'heure pour Madame. Juste avant de passer un
bon réveillon. Tu fais des résolutions. T'as oublié celle-là, c'est ça que je voulais te dire. Bon, quand vous serez président, vous nous en ferez plaisir. Plein, voilà. Et surtout pour ne pas les tenir le lendemain. Exactement, t'as tout compris. Ouais. Mais pour revenir, donc, si vous voulez, en fait, aujourd'hui, Obama, je l'ai dit tout à l'heure, comme Hollande en France, sont dans des fenêtres de liberté. Et Obama, on a marre de Netanyahou. Ça fait 8 ans qu'il est là. Chaque fois, Kerry a passé des centaines d'heures. Chaque fois, il essaie de lui expliquer que cette colonisation ne peut pas durer. Et ce que fait Netanyahou, il s'en fout parce que il sait que les Américains, y compris Obama, va mettre son veto à la fin. Ouais. Et Obama a mis plein de veto. Et aujourd'hui, donc, c'est un espèce de message. Ce qu'il y a de bien en droit, c'est que vous pouvez tirer sur la ficelle. J'ai pas voulu tout à l'heure parler de la résolution qui a été prise par l'UNESCO sur Jérusalem. Ouais. Ah ouais. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à certains mots, vous avez plein de décisions de droit. Donc, résolution à l'UNESCO, résolution à l'ONU. Pour faire simple, en 2 mots, aujourd'hui, pour moi, les Israéliens sont en train de creuser leur tombe politique. Parce que demain, ils n'auront plus que 2 choix. 3, s'ils étaient un peu raisonnables. Le premier choix, c'est de faire 2 États. Séparés, chacun vit chez soi, et puis on verra plus tard. La deuxième, c'est qu'à force de grignoter le territoire, et ils vont tout englober à l'intérieur et ils vont se retrouver donc dans une position d'apartheid, puisque vous avez les Palestiniens qui n'ont pas les mêmes droits. Deuxième position, c'est que les Palestiniens pourront être, comme dit tout le temps Hamou Bouakaz et moi-même depuis quelques années, écrire des lettres commandées au ministère de l'Intérieur pour dire je vais demander la nationalité israélienne. Et à la fin, si l'apartheid s'installe, là c'est le début de la fin d'Israël, parce qu'aujourd'hui même les Américains, à certains moments, ne peuvent pas aller au-delà de ce qui se fait partout. Et donc cette résolution est aussi un message politique de Obama qui dit à notre ami Netanyahou, notre ami entre guillemets bien sûr, parce qu'ils sont tous nos amis dans la politique. D'ailleurs, il y a une nouvelle formule qu'on dit en France: quand vous recevez une lettre de quelqu'un de haut placé dans la République, président de la République, monsieur le président, et que vous trouvez cher ami, faites attention. Je préfère. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Bon. Je préfère monsieur un tel à cher ami, parce que cher ami, qu'on voit les conséquences derrière. Petite question et devinette. Le 27 mars, une ville symbolique a été reprise à Daesh en Syrie. Exactement, Palmyre. C'était d'ailleurs le jour de Pâques, Pâques pour les chrétiens. Et ce jour-là, il y avait et là, elle va être reprise dans quelques jours, puisque maintenant la grosse opération Alab est terminée. Il reste 4 villes ou 4 grosses régions à prendre. Daraa d'un côté, Dir Zour, en haut Raqqa. Après Tarek, le criminologue, voici Tarek, le géopolitologue. Voilà. Et il donc, connaît tout, le gars. Le gars connaît tout. Non, mais il connaît pas tout. Non, je suis fan. C'est la première fois on est ensemble, je suis fan. Non, mais en fait, il faut lire. En fait, plus vous lisez, plus je suis d'accord avec toi, bien sûr. Plus la mémoire synthétise. On est d'accord. Et en politique, en géostratégie, va vous laisser les éléments des débats au bon moment. Parce que des fois, vous connaissez tout ça et vous retrouvez démunis alors que vous les avez à servir. Bouchra, tu as une petite devinette. Le 29 mars. Je voudrais quand même dire un petit mot sur ce livre, parce que Bouchra, je trouve que Morgane est trop timide, donc moi je vais l'interroger. Comme journaliste, vous me laisserez quelques minutes, vous inquiétez pas. parce qu'on n'a pas parlé de son livre. La troisième casquette de Tarek, il est aussi critique littéraire. Alors, Bouchra, le 29 mars, une célébrité nous a quittés. C'est un fin, comment dirais-je, un critique gastronomique. À la grande gueule. Jean-Pierre Coff. Tu parles à lyonnaise, hein, faut pas oublier. Hein. Monsieur Leder Price, hein. C'était ça, monsieur Leder Price, exactement. En tout cas, voilà, Jean-Pierre Coff, grand homme qui avait une grande gueule. Ouais, exactement. Grande gueule, effectivement, mais voilà. En tant que lyonnaise, moi ça me connaît la gastronomie. D'accord. Alors. C'est pour ça que t'as ramené des bonbons en fait. Marocaine et. C'est pour ça que t'as ramené des bonbons. Gastronomie, elle est où là? Hein? Elle est où? Il y a des orangeades là, tu connais. Ah ouais, disons qu'il y a de quoi faire, hein, c'est bien. Juste un petit mot, Tarek, sur ce qui se passe en ce moment, pour revenir là à cette actualité d'aujourd'hui, du 30 décembre. Il semble là que rien ne va plus entre la Russie et les États-Unis, puisque Barack Obama a annoncé donc l'expulsion de 35 diplomates russes. D'ailleurs, en guise de réciprocité, la Russie a annoncé qu'elle allait en faire autant. Alors c'est un peu plus nuancé que ça, cher Christophe. Puisqu'en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de parole, et heureusement, on n'est pas dans la guerre avec les armes. Aujourd'hui, les deux présidents se jaugent. Poutine, qui est sûr d'être là, comme disent les dictateurs en général, hein, après le 20 janvier.
et Obama qui se casse d'ici 3 semaines. Et donc aujourd'hui, Poutine a laissé son ministre des Affaires étrangères annoncer 35 expulsions et prend la parole une demi-heure après pour le dire, lui, il joue pas à ce petit jeu mesquin, il expulsera personne, il se donnera le temps de tout faire. Et là, c'est un piège. En fait, Obama est en train de régler les comptes et de dresser plusieurs pièges. Donc la résolution à l'ONU, c'est un piège à Obama qui parle un peu trop, je vais. Quand il arrivera au pouvoir, il verra que même si lui il veut, il pourra pas. Parce que c'est pas aussi simple. Et aujourd'hui, c'est le piège, puisqu'en clair, il envoie le message à Trump pour lui dire, Monsieur Trump, vous serez le 20 président de notre pays, mais sachez que vous n'êtes pas président parce que c'est Poutine qui vous a fait élire. Et donc, ça crée plein de petites métastases dans les relations internationales, et ces métastases, on verra si Monsieur Trump, et moi j'ai confiance en lui, et je me confiance entre guillemets, pour une chose. Trump est un commerçant. Il se met en face du mec, il dit combien tu pèses? Est-ce que tu peux me donner un coup de poing qui me fait tomber KO ou pas? Et donc ça négocie. Il n'y a pas ce vision géostratégique. Deuxième chose sur Trump, moi je préfère dans ma vie toujours avoir un adversaire et un ennemi en face. Au moins il me dit les choses. Je sais de quoi il est capable. Ouais, clair. Parce que sinon, Obama a fait la même chose que pendant 8 ans avec Israël et vient aujourd'hui nous donner des leçons. Et donc tout ça, cher Christophe, c'est son quand moi j'adorais les films westerns, on appelle ça le dernier barreau d'honneur. Quand le cowboy il a plus qu'une seule balle, il faut qu'il fasse quelque chose qui marque parce qu'il sait que c'est fini pour lui. C'est vrai. Une célébrité nous a quittés, il y en a eu beaucoup cette année, et cette fois-ci, et pour la petite histoire, j'étais à New York quand il nous a quittés, il y a eu un gros rassemblement à Brooklyn. Moi j'étais où? Vous étiez à Paris. Ah bon. Enfin, je crois. C'est Prince, le 21 avril. Non, mais parce que c'est Trump, mais j'étais pas à Paris non plus. Mais allez. Ah bon? Vous étiez où le 21 avril? Je vous dirai. Allez, avancez. Je prends mon agenda. Donc, le 21 avril, oui, Prince, c'est une grande icône de la chanson. Il était chanteur, interprète, auteur, compositeur, producteur. Il était né en 58. Voilà, Prince. Donc, gros rassemblement de prévu. Vous pouvez évidemment continuer à nous appeler. Tiens, on va prendre un appel en direct. Et puis ce qu'on fera, c'est qu'on mettra sur le Facebook toutes ces dates, puisque ça plaît à Christophe. Ah ouais, j'aime bien, moi. Et on mettra tous les déroulés de l'éphéméride 2016. Et si vous êtes gentil, je vous mets aussi 2015 et 2014. C'est vrai, c'est bien ça. Il a tout. Il est aussi almanach. Tarek Almanach. Il fait exactement. Tout. Il a toutes les casquettes, ce gars. On va. Non, mais il y a plein de choses. De la République. Voilà, mais si toi t'es président, bon. Ministre, je vais te mettre ministre. Non. Vous savez, les meilleurs postes quand il y a une présidence. Secrétaire. Non, c'est les conseillers de l'ombre. C'est eux qui décident de tout. Bah oui. Les valises, les ficelles. Pas les valises. Tu mets Tarek conseiller diplomatique. Ça c'est bon. Là, ça peut être bien. Et Bouchra. Bouchra, tu l'as même ministre des droits des femmes. Voilà, c'est ça. Morgane. Secrétaire d'État. Voilà, secrétaire d'État. Badr, on le met où? À l'écologie. À la mer. À la mer. Avec les requins là-bas. Voilà. Allô, bonsoir. Faites-vous une petite place. Ah bah tiens, Kamel il allait pas louper la dernière pour intervenir, Kamel, hein, n'est-ce pas? Ah ouais, j'étais déjà monsieur Christophe et monsieur Tarek Mamé, à tout le monde, je pense avec froid terrible, je pense à des gens actuellement qui n'ont pas de logement et qui vont dormir dehors. Vraiment, j'ai une pensée à eux, j'espère que le bon Dieu trouvera quelque chose pour eux. Premièrement. Ouais. Deuxièmement, j'étais à dire monsieur Tarek Mamé, vraiment votre radio a un effet vraiment médiatique très important. Je vais vous dire pourquoi. Hein. Depuis que vous avez lancé le truc médiatique là pour aller voter, on a vu que des inscriptions pour aller voter ont augmenté. Ils ont même doublé par rapport à l'année dernière. Oui, on a battu des records à Paris notamment. Ouais. Et je reviens dernièrement sur la question la plus importante sur le rôle de l'ONU. Moi, je suis tout à fait avec l'invité que vous avez, le jeune. Je sais pas comment il s'appelle, Hicham, je pense, qui a dit que l'ONU, devant des crimes atroces qu'on a vus pendant ces 5 années, l'ONU reste muet. Et je trouve, je dis des trucs bien des fois, hein, Kamel, pas vrai ou pas? Ne vous inquiétez pas, quand il sera président, il va vous régler le problème de Bachar, de la Syrie, et puis après vous passerez à autre chose, cher Kamel. Monsieur Tarek Mamé, allô? On vous écoute, Kamel. On vous écoute. Oui. Et oui, ce que j'étais à dire, c'est vraiment, je trouve, moi je ne comprends pas comment ça se fait, hein, au niveau de l'ONU, qu'un pays comme la Russie, qui fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, parmi les 5, intervient dans un pays bombarde, et il utilise, on va bombarder un pays,
massacre des civils et on utilise un veto pour c'est-à-dire pour dire que aucune religion ne passe. Interdiction d'aviation, non, j'ai envie de tuer. Je m'en fous. Moi, je suis la protection du régime de Bachar Assad passe avant tout, même si je peux tuer toute la population civile syrienne. Et deuxièmement, l'accord là entre la Turquie et moi, je comprends pas la Turquie Erdogan. J'aime le peuple turc. Mais changer de veste, Erdogan, passer de l'axe pro. Allô? Ouais, Kamel, on vous écoute. Hein. Ouais, je trouve vraiment l'accord là parce que ni la Russie ni la Turquie ne peut parler au nom du peuple syrien. Le peuple syrien, il s'est fait massacrer pendant 5 ans. Il faut que tous ces gens-là qui ont subi, tous les parents des victimes-là, vraiment, je ne comprends pas. On ne peut pas faire une paix. Avec tous ces morts-là, il faut une justice à la fin, il faut que quelqu'un soit jugé. Cher Kamel, t'as fait ton petit débat, ton monologue, maintenant la réponse. On souhaite surtout beaucoup d'espoir pour enterrer cette année et partir sur l'année prochaine, d'autant plus qu'officiellement la bataille d'Alep est terminée, enterrée, que les 50 000... oui, Kamel, j'espère, je vais vous envoyer, comme dit notre ami Hicham, aller faire une petite recherche, aller chercher les noms des officiers occidentaux qataris, jordaniens, marocains et saoudiens qui ont été donc repérés dans Alep Est et qui étaient du côté des terroristes en train de les aider à se battre contre l'armée régulière que vous n'aimez pas et c'est votre droit. Et vous allez voir que ceux qui disent qu'il faut combattre le terrorisme partout font deux choses d'extraordinaire en Syrie. La première, c'est qu'ils soutiennent Al-Nusra, ça veut dire Al-Qaïda, ça veut dire l'organisation qu'ils cherchent partout dans le monde comme terroristes. Et la deuxième chose, c'est qu'ils soutiennent tous les terroristes d'Alep Est, parce qu'à Alep Est, maintenant que la vérité est en train de sortir, allez voir comment les terroristes ont vécu avec la population civile syrienne, dont vous parlez très bien, notamment comment on les empêche d'avoir à manger et à boire. Et donc, on a toujours dit que dans cette radio, la radio n'est pas pro-Bachar, n'est pas pro-Hezbollah, n'est pro de rien du tout. Elle donne l'information aux uns et aux autres, et vous écoutez le docteur quand il interviendra. Et puis je vous souhaite une très bonne réveillon. D'ailleurs, je sais pas où est-ce que vous allez le passer demain soir, cher Kamel. Alep, voilà. Bon, je peux vous donner une bonne adresse. Bon courage, bonne année et à la prochaine. Salut Kamel. Bon, il aura été jusqu'au bout, hein. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Il y a eu, tout à l'heure, je parlais de célébrités qui nous ont quittés, mais il y a eu une personnalité politique quand même marquante de ce 20e siècle qui nous a quittés le 2 juillet dernier, Michel Rocard. Ah oui. La deuxième gauche. Ouais, voilà. Premier ministre de 1988 à 91, notamment. Alors lui aussi, il a subi une grosse crise en Inde. Et puis, le destin ou le hasard de sa vie a voulu qu'il ne soit pas mort en Inde, puisqu'on a envoyé un avion spécial pour le rapatrier. Il a été rapatrié, bien soigné, il est mort pratiquement 1 an et demi après. Et puis évidemment, on n'oublie pas ce qui s'est passé, l'horreur le 14 juillet à Nice, bien sûr, avec ce camion fou qui a et avec cette nouvelle grosse colère de monsieur Estrosi qui a fait allégeance, hein. Non, mais avant ça, qui est furieux parce qu'un journaliste de Mediapart a sorti un selfie entre les terroristes. Ben voilà, c'est bien que tu parles de ça. Moi, Estrosi, je l'aurais fiché S déjà, rien que pour ça, moi déjà. D'ailleurs, d'où il fait des selfies avec des terroristes. D'ailleurs, Mediapart qui avait subi un alors, je vous rappelle aussi que Koulibaly a une photo selfie avec Sarkozy, mais cette fois à l'Élysée. C'est ça. Oui, c'est Tarek, Mediapart qui avait subi un contrôle fiscal. C'est bon, tout à fait. Et qui avait fait appel auprès du Conseil d'État. Oui. Et qui a été débouté. Ah oui, c'est nouveau alors comme information. Ça a été débouté, oui, absolument. Bon, ça est toujours des recours en France, c'est ça l'avantage. En fait, il faut expliquer aux auditeurs un truc très court. Quand la presse est soumise à une TVA, petite TVA 5,5. Le reste des services est soumis à une TVA de 20% en gros en France. Et vous avez donc Mediapart qui a inventé la presse électronique en France. Et comme elle était dans la presse, elle s'est fait appliquer 5,5 comme les journaux.
Et là, tout d'un coup, l'État qui n'était pas content parce que c'est quand même eux qui ont sorti l'affaire. L'affaire du ministre, comment il s'appelle, le ministre Jérôme, qui nous regarde les yeux dans les yeux, qui n'a pas de compte à l'étranger. Ah oui. Et donc ils ont déglingué et l'affaire Kerviel et les deux, et ils ont déglingué toute la première année, la deuxième année de Monsieur Hollande, et donc ils ont un redressement fiscal parce qu'on leur dit non, vous c'est pas 5-5. Ils ont fait aussi l'affaire de la Libye avec Sarkozy. Tout à fait. Donc ils ont révélé pas mal d'affaires finalement. Mais depuis la loi a changé, c'est-à-dire que là on leur dit maintenant vous êtes à 5-5, mais pour les 4 premières années vous êtes à 20, donc on vous doit le redressement. Vu qu'on parle d'affaires découvertes, est-ce que tu as noté dans ton petit calendrier là, j'ai oublié la date, mais l'éphéméride. Non, dans l'éphéméride, pour moi c'est une date qui est hyper importante et qui te donne un petit peu l'état de santé de notre démocratie. On a le 49.3 déjà pour commencer. Mais vous inquiétez pas, comme vous ne gagnerez pas les élections, il y a Valls qui va les gagner, ils vont enlever le 49.3. Non mais oui, ça c'est magnifique. Et c'est les lanceurs d'alerte là qui ont découvert les Panama Papers, c'est ça. Les gars ils ont fait un travail qui est magnifique pour moi, d'intérêt commun pour tout le monde, l'information. Donc les gars te disent que, écoutez, regardez, on a des preuves que il y a des gens qui font des trucs un peu là-bas à l'étranger, il y a de l'argent qui circule, il y a beaucoup d'argent qui circule, tout l'argent qui manque passe là-bas. Et finalement les gars se retrouvent eux au tribunal. Tout à fait. Mais sur le banc des accusés. Et en plus de ça, peu de temps après ou peu de temps avant, t'as tous les gouvernements qui ont voté, tous les gens du gouvernement qui ont voté une loi pour pas qu'il y ait d'enquête ou de contrôle. Non, mais la loi n'est pas passée, et aujourd'hui les lanceurs d'alerte ne seront plus poursuivis. C'est exactement comme Mediapart. C'est-à-dire que ils les utilisent, mais après, il y a bien des gens qui payent le prix de l'avancée de Allez, dans un instant, les derniers coups de cœur. Les gars, je veux pas avoir de problème avec. Non, dernier coup de cœur. Monsieur le président, vous pourrez tout faire. Et vous faites comme Sarkozy, vous gagnez de l'immunité pendant les années où vous êtes au pouvoir. Exactement, je voterai une loi. Le coup de cœur de Bouchra, de Hichem, et je suppose que Tarek en a un aussi. Moi, ça va être le bouquin. Je prends 3 minutes. C'est très bien. Ah oui, formidable. Super. Coup de cœur, donc, un coup de cœur partagé collectivement. À tout de suite.